Papa Fieri Potuisse, Pontifex Romanus Fieri Potuisse. Un jeune prêtre béninois qui gravit les plus hautes marches de l'Église catholique. Figure de la justice et de la paix, ami de Jean-Paul II et doyen du Collège des cardinaux, son parcours est à la fois inspirant et exemplaire. Je te laisse deviner. Prépare une trace, une mémoire. Chaque ombre, une histoire à voir. Les tambours résonnent dans la nuit. Le bénin danse, le bénin vite. Oh, Oscar, quand on de nous encore. Les royaumes, les rois, les trésors. À travers les âges, à travers les voies. C'est l'histoire qui bat dans nos doigts. Les échos du passé vivent. Je redirai l'instant d'hiver ce jour. Rien n'a plus beau que ton amour. Je redirai. Le Bénin, autrefois appelé Dahomey, a vu naître de grandes figures qui ont marqué son histoire. Tout au long de sa brillante et féconde carrière sacerdotale, il a assumé des responsabilités majeures au sein de la curie romaine. Il fut le premier Africain à diriger un dicastère romain. Conseiller écouté des 3 papes successifs, il fut en 1993 à la fois doyen du Collège des cardinaux, la plus haute responsabilité après celle du souverain pontife. Je suis allé trop loin. Je rembobine vite fait. Vous voilà donc devant votre écran de téléphone, d'ordinateur, de télévision, tous les écrans que vous avez pour me regarder rendre hommage à un homme dont le destin hors du commun, la foi, l'intégrité et le courage l'ont conduit au cœur même du Vatican, Bernardin Gantini. Depuis ses débuts à Tofo jusqu'aux plus hautes sphères de l'Église catholique, plongeons-nous dans son incroyable parcours. Avant de continuer, bien sûr, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir voir les prochaines vidéos que j'ai postées. Voilà. Et pour la première fois, cette vidéo est en collaboration avec Trice 229. En collaboration avec Amio Cloulon, Trice 229 a sorti Mon agenda en fond B et apparemment c'est la 3e édition. Là nous sommes en 2025. Avec cet agenda, vous avez la possibilité de lire le fond pendant 365 jours. La spécialité cette année, c'est la valorisation d'un artiste qui fait de très beaux portraits à caractère traditionnel qui sont vraiment... Regardez celui de janvier, oui là on n'est pas en janvier mais regardez un peu. Oh. C'est trop beau. Et Alençon, ça veut dire janvier. Oui, vous avez la possibilité de comprendre ce qui a été écrit parce que la traduction a été faite en français. Donc, on a un agenda, 90% en fond et 10% en français. Dans cet agenda, vous pouvez trouver aussi des mots croisés pour un peu vous challenger, pour savoir si vous connaissez des choses. En fond, vous avez aussi des proverbes toutes les 2 semaines. Pour ne pas trop tarder, rendez-vous sur Trice 229. Je vous mets le Instagram juste là ou carrément sur la page de Amio Cloulon. Vous avez la possibilité de le commander. Revenons à nos mots et temps. Je vais parler d'abord de comment ça se passe dans les différentes étapes au niveau de l'organisation ecclésiastique pour vous permettre de mieux comprendre. Parce que quand je suis en train d'écrire le script, je me suis dit, mais ça là c'est quoi? Mais ça là c'est quoi? À quelle étape je suis dans l'organigramme? Donc, je vous le présente rapidement avant d'entamer proprement dit la vidéo. C'est clair, cette vidéo risque de faire 2 parties. La toute première étape d'un chrétien qui va devenir plus tard pape, c'est d'être baptisé. Ce qui veut dire que dans mes lectures, j'ai lu que tu pouvais être simplement baptisé et devenir pape. Même si dans les tests c'est ça, mais en soi c'est pas forcément ça. La deuxième étape, c'est de suivre une formation chrétienne et d'avoir une vocation sacerdotale. Et dans tout ça, on peut inclure la catéchèse, les ministères laïques dont la lecture, les acolytes, ensuite l'admission parmi les candidats au sacerdoce. Après cela, on passe à l'étape de l'ordination sacerdotale pour devenir prêtre. Et pour cela, on est d'abord vicaire paroissial, curé, formateur au séminaire, responsable diocésain et aumônier. Ça, c'est les sous-grades quand tu es prêtre. Non, les grades quand tu es prêtre. Après, on a la nomination comme évêque. Et dans ça, nous avons les évêques auxiliaires ou titulaires, les archevêques métropolitains, les présidents de conférences épiscopales et les responsables régionaux.
Ensuite, on passe maintenant à un autre grade qui est la création comme cardinal. Et de là, nous avons le cardinal diacre, le cardinal prêtre, le cardinal évêque. Et celui-là, c'est le rang le plus élevé des cardinaux. Et maintenant, quand tu es cardinal, tu passes au conclave. Et là, tu as une chance sur je ne sais combien d'être pape. Donc, dans la partie conclave, nous avons les cardinaux qui sont électeurs. Ils doivent avoir moins de 80 ans jusqu'à 120 ans maximum. Dernière étape, l'élection comme pape. Maintenant, on vient vraiment à nos mots et temps. Je vais débuter ma narration bien avant la naissance de Gantine pour vous permettre de mieux comprendre le personnage. Les origines de sa famille remontent en fait à un ancêtre qui était nommé Hagla. Il était originaire de Tandji à Zanli au 19e siècle. Il était promu Migan, qui signifie encore le ministre du roi, par le roi Gezo. Et Hagla, lui, va s'installer à Zanyanado pour des raisons de stratégie militaire. Vous vous rappelez, dans cette période, c'était vraiment la guerre. Il va avoir de nombreux enfants, dont les lignées Plia, Popo, Kossi et Gantine. Du coup, nous allons parler de Gantine. Henri Gantine, le père de Bernardin, celui dont nous allons parler aujourd'hui, était un homme de grande taille, à l'allure noble, au teint noir. Il va gagner l'estime du père Jolord, grâce à qui il sera recruté au chemin de fer. Il va en fait gravir les différents échelons jusqu'à devenir chef de gare. Il avait fréquenté l'école missionnaire de Zanyanado où il a été converti au catholicisme et a reçu les différents sacrements dont le baptême, la communion et la confirmation. Adulte maintenant, il va toujours demeurer dans la religion catholique, ce qui fait qu'il baptise très tôt ses enfants, 1 à 2 années après leur naissance. La mère de Bernardin, nommée Anne Tononji, descendrait en fait de la lignée royale de Glélé et serait probablement, parce que cela n'a pas été confirmé, l'une des petites filles du roi Glélé. Toutes ces informations, je les ai eues dans un mémoire qui a été rédigé. Je vous mettrai le nom de la personne là parce que quand quelqu'un fait un truc, il faut créditer cette personne-là. C'était une femme de taille moyenne, au teint noir, de corpulence assez modeste. Elle était d'un naturel calme, courageux et très soucieuse de l'éducation de ses enfants. Leur union va être arrangée dans le cadre d'une cérémonie royale à Abomey. Et dans cette union vont naître 6 enfants, dont Julien, Bernardin, Isidore, Adrien, Hélène et Célestin. On se retrouve maintenant en 1922, l'année de naissance de Bernardin. Nous sommes donc à Tofo, en pleine période coloniale, alors que le Bénin, encore appelé Danromain, vit une transition vers une probable indépendance. C'est donc le 8 mai 1922 que va naître notre futur cardinal. Le 22 janvier 1925, Bernardin va recevoir son baptême par le père Albert Gaimard. Aller à l'église aussi faisait partie de la routine familiale, surtout le dimanche. Et Bernardin et ses frères s'y rendaient avec plaisir, notamment parce qu'ils pouvaient y porter le plus beau vêtement. Après, je me rappelle quand j'étais enfant là, c'est pas ces porter jolis habits que j'aimais aller à la messe. Hein? Petit à petit, une profonde religiosité va s'enraciner en lui. Il posa de nombreuses questions sur la foi, les rites et la liturgie. Il effectue donc ses études primaires à Abomey dans l'école laïque d'Adjaïto. À cette époque, l'enseignement était fortement orienté vers la langue française à environ 80%, avec une place moindre aux mathématiques et à l'agriculture. Cependant, les débuts furent difficiles. La famille Ganti résidait à Boycon où le père, lui, était chef de gare. Chaque jour, Bernardin devait parcourir près de 18 km à pied, aller et retour, pour se rendre à l'école. Très vite, cette contrainte s'avéra trop épuisant pour lui. Ses parents vont donc décider de le confier à sa grand-mère maternelle qui habitait à cette période-là à Abomey. Il ne rentrait donc que les week-ends. Très tôt, Bernardin va se distinguer à l'école par son intelligence et sa régularité. Il figurait toujours parmi les meilleurs de la classe avec une prédilection pour la langue française qu'il maîtrisait brillamment. En 1993, il va recevoir sa première communion des mains du père François Léport, SMA, curé de la mission catholique d'Abomey. Il poursuivit ensuite son initiation chrétienne qui va aboutir plus tard à
à une réception du sacrement de confirmation des mains, cette fois-ci, du Monseigneur François Stémez. Jusque-là, il n'avait jamais vu un évêque. Mais ce jour-là, la présence très impressionnante de Monseigneur François Stémez, vêtu de violet, va le captiver entièrement. L'appel du Seigneur devenant de plus en plus insistant, Bernardin décida en 1935 d'en parler à son papa, qui était alors à ce moment en poste à Boycon. Pour cela, il a dû prendre ses prières et il a marché les 18 km qu'il ne voulait pas préparer à l'école là. Il a fait ça pour se rendre à Boycon. Il annonça donc son projet à son père, qui va lui demander s'il était conscient que la voie sacerdotale était un engagement sans retour. Bernardin va lui répondre qu'il en avait pleinement conscience. Son père ajouta alors qu'il lui faudra être prêt et accepter toutes les exigences de cette vie. Il lui recommanda donc d'aller en parler à sa mère une fois rentré à la maison. Mais Bernardin, une fois à la maison, s'est contenté de juste prendre le repas alléchant et délicieux que sa maman lui proposa. Alors qu'à la base, il était rentré à la maison pour lui parler du fait qu'il voulait devenir prêtre. Donc, après avoir mangé, il est retourné à Abomey, là où il habitait, pour aller au cours. Son père de retour vit sa mère toujours aussi joyeuse, parce que c'est pas une nouvelle que sa mère allait accepter comme ça, parce qu'elle était très 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 proche de lui. C'était son chouchou. Le père demanda donc à la mère si Bernardin lui avait dit quelque chose. Elle répondit, il ne m'a rien dit. Le père lui demande, mais où est-il? Ah, il vient de manger, il est déjà parti. Mais comment ça? Donc il ne t'a pas dit qu'il veut devenir prêtre? La mère de Bernardin fondit en larmes, bouleversée à l'idée d'être séparée de son fils, avec qui elle entretenait vraiment une relation assez particulièrement étroite. De retour à Abomey, Bernardin alla donc confier son projet au père Léport, puis au père Moïse Durand. Peu après, le révérend père Louis Paraiso, supérieur du séminaire de Ouidah, fit une halte à Abomey. Le père Léport lui présenta donc Bernardin, ainsi que d'autres de ses camarades qui étaient aussi intéressés par la voie sacerdotale, c'est-à-dire Janvier Kossou et Romain Daï. Après un petit examen, le père Paraiso va les orienter vers une formation des petits clercs. J'espère que je l'appelle bien. Ce qui fait que le 22 février 1935, Bernardin va faire son entrée au pré-séminaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce qui fait que quelques mois plus tard, il sera admis au séminaire Sainte Jeanne d'Arc. Et pour la première fois, il va quitter son foyer familial pour vivre plus loin de sa famille. C'est pour ça que sa maman pleurait. Un an plus tard, après son entrée au séminaire, le 20 juillet 1936, Bernardin va perdre son papa. Malgré cette perte précoce, il va trouver la force de surmonter la douleur et devenir très tôt un jeune homme responsable. Dès lors, Prosper Plia, cousin de son père, le prit en charge, lui et ses frères. Grâce à ce soutien précieux, Bernardin va pouvoir poursuivre sa formation sereinement. Il était d'une ponctualité exemplaire. Son talent en latin lui permettait de maîtriser parfaitement le français. Les formateurs au séminaire étaient principalement des Français à cette époque, et nombre d'entre eux traitaient en fait les séminaristes avec dédain, leur rappelant par leur comportement qu'ils étaient considérés comme appartenant à des races inférieures. Le grand R là, c'est ça. Bernardin Ganty et ses compagnons pouvaient parfois discuter de leur avenir dans le séminaire, tel que devenir plus tard prêtre, mais sans grande certitude. Parce que les 5 premiers prêtres étaient perçus comme des exceptions et évoquaient la possibilité que Nègre accède à l'épiscopat était impensable. Car ceux qui osaient rêver étaient tous voués à être exclus du séminaire. En 1942, alors qu'il était déjà au grand séminaire et que la guerre faisait rage, plusieurs de leurs formateurs, les RLA, furent mobilisés et dû retourner en Europe. La question de la fermeture temporaire du séminaire en manque de personnel encadrant se posa. Parce que ça avait déjà eu lieu plus tôt et ils avaient fermé le séminaire, donc ils l'ont réouvert dans la période où Ganty et ses compagnons avaient démarré le séminaire. Monseigneur Paraiso va prendre une décision claire. Il souhaitait maintenir la formation tout en réorganisant
la structure. Il va rencontrer les grands séminaristes et va leur demander de suppléer l'absence des différents formateurs qui ont été mobilisés en Europe, les assurant donc qu'ils pourraient plus tard poursuivre leur formation au retour de ces formateurs-là. Ainsi, les grands séminaristes donc, Atakpa, Adimon, Zadi et Ganti, furent chargés de l'enseignement du latin et de la géographie. Cette expérience va durer 2 ans. Certains comme Albert Évora-Edré et Emmanuel Kalki n'allèrent pas jusqu'au bout du sacerdoce. En plus de son rôle d'enseignant et en raison des différentes qualités exceptionnelles qu'il avait, il va se voir confier diverses responsabilités par ses supérieurs, dont le fait d'être réglementaire, sacristain-chef, maître de cérémonie, aide économe, ce qui veut dire encore qu'ambitieux, si je ne me trompe pas, et doyen, c'est-à-dire porte-parole des séminaristes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les séminaristes vont pouvoir maintenant reprendre leur formation de base. En 1948, le Dan romain organisa pour la première fois les épreuves du brevet élémentaire à l'école supérieure Victor Baillot. Apportons-nous. Plusieurs séminaristes, dont Bernadette Ganti, y prirent part. Il va se distinguer particulièrement lors des différentes épreuves de dissertation, obtenant l'excellente note de 18 sur 20. Il va recevoir le 24 février 1947 la soutane. Poursuivant son chemin vers le sacerdoce, il va être admis au sous-diaconat à Ouidah le 15 février 1950, puis diacre le 25 mars en l'église de l'Immaculée Conception à Ouidah. Le 14 janvier 1951, après plusieurs années d'études philosophiques et théologiques, Bernadette Ganti et les séminaristes de sa promotion vont se préparer à recevoir l'ordination sacerdotale à Ouidah. Dès l'annonce de la date de l'ordination, une grande mobilisation s'organisa, des cotisations furent lancées dans les paroisses d'Abomey, de Boycon, de Zagnanado, afin de soutenir l'événement. La messe fut donc célébrée par le Monseigneur Paraiso, assisté du père d'Albert et de 22 prêtres venus pour l'imposition des mains. Bernadette, à ce moment-là, âgé de 29 ans, va devenir le 21e prêtre du clergé béninois. Sur une carte souvenir qu'il a fait imprimer, figure la citation de Saint Paul qui disait « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. » Après son ordination, Bernadette va célébrer sa première messe, c'est-à-dire la messe de prémisse, le 21 janvier 1951 à Zagnanado. Et dès la veillée, au soir de l'annonce de son arrivée, les tam-tams des pressacha retentirent pour aller le rencontrer. Il fut donc conduit d'abord à la mission, puis chez lui, accueilli par sa famille. Et toute la nuit, les chants des tambours résonnaient dans une ambiance de ferveur et de joie. Ils étaient trop contents que quelqu'un de leur village soit devenu prêtre. Tout ça, chef de poule. Le jeune prêtre va donc célébrer d'autres messes de prémices à Boycon, à Cotonou, spécialement à l'église Notre-Dame, le 4 février 1951. De 1951 à 1953, il va exercer comme professeur au petit séminaire Sainte-Jeanne d'Arc, là même où il avait reçu sa propre formation. Le 28 juillet 1953, il va être envoyé à Rome pour maintenant poursuivre ses études supérieures. Monseigneur, ton évêque est malade. Est-il décédé? Non, le pape t'a nommé évêque auxiliaire de Cotonou. Deux jours après la décision prise par le... Quand du passé vide non pas, les esprits d'hier veillent sur moi. Dans chaque pierre un morceau d'espoir, dans chaque conte un nouveau départ. Oh, Mosca, raconte de nous encore les royaumes, les rois, les trésors, à travers les âges, à travers les voies. C'est l'histoire qui bat dans nos doigts.